Salut à tous et bienvenue sur le podcast à l'arrache ou quoi, le podcast qui parle de pratiques agiles qui sont à l'arrache et de choses qu'on peut voir sur le terrain. L'objectif, c'est de vous améliorer, de vous fournir des pistes de réflexion sur le mindset, sur voilà toutes les choses qu'on voit nous sur le terrain. Et je vais me présenter ou me représenter pour la millième fois. Je m'appelle Johan Dufour, je suis coach agile chez Equité. J'ai la chance d'intervenir chez Kiabi et je suis également cofondateur d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs, qui connecte des experts et des boîtes talentueuses dans la tech. Voilà pour ma petite présentation. On va parler d'un sujet qui est qui peut être un peu surprenant. C'est aujourd'hui, on parlera de comment ne pas confondre Vika et KO. Alors, j'imagine que les gens commencent à se dire, mais c'est quoi Vika, c'est quoi KO? Ne vous inquiétez pas. On est là avec Arthur pour en discuter longuement et vous donner, vous apporter plein de choses. Donc, Arthur, bah, explique-moi qui tu es. Ouais, bah, salut Johan, moi c'est Arthur Vantichen, donc je suis dev confirmé slash Scrum Master en prestation de ce Decathlon pour la société S2I. Et donc, alors, on se connaît un peu tous les deux, Oui. un petit peu. Et ouais, et en fait, quand j'ai vu le sujet et que j'ai vu Vika, j'ai fait, ça veut dire quoi? Donc en fait, justement, Hmm. ça va être bien, on va bien pouvoir échanger. Et voilà, j'ai fait des petites recherches de mon côté et puis c'est vrai que c'est sympa et on va pouvoir en parler parce que j'ai fait plusieurs missions, j'ai plusieurs clients avec une maturité d'agilité différente Mhm. et c'est vrai qu'on voit quand c'est maîtrisé et quand c'est un peu le chaos. Ouais, tu vois, pour revenir sur l'histoire de Vika, j'ai exactement la même chose chez Equité, hein, où j'ai poussé ce truc-là. Alors, je sais plus où est-ce que ça fait je vais dire quelques mois, voire quelques années, où j'aime bien utiliser cet acronyme-là. Et les gens me regardent souvent avec des grands yeux en me demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je leur explique, ça devient assez naturel. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui est très poussé parce que il y a une liaison avec l'agilité, certes, mais ça vient d'un autre monde. Donc ouais, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et moi, le côté chaos, j'aime bien aussi. Parce que ouais, le chaos, on peut aussi l'observer sur le terrain. Et, euh, et voilà, les deux sont quand même avec une petite frontière. Ça, on va en discuter. Mais c'est là où on va se dire comment est-ce qu'on fait pour bah, justement transformer cette frontière entre le chaos et Vika sur le terrain et apporter des sortes de solutions, on va dire. En tout cas, faire un changement de mindset. On peut, bah, voilà, Vika, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Quatre notions qui sont très liées à, bah, en fait, à une zone de flou. Et en plus, ça avait travaillé un petit peu sur le sujet. J'ai vu, parce qu'on prépare quand même certaines notes, hein. Ça vient d'un contexte armée américaine. Il me semble que c'est apparu lors de la guerre du Vietnam pour justement. Alors, est-ce que tu en sais plus? Est-ce que tu t'es plus renseigné que moi? Parce que moi, j'ai le truc qui est un peu au global. Moi c'est aussi vague D'accord. que ça. Je sais que c'est l'armée, je sais que ça a Hmm. été fait par l'armée américaine. Et l'idée, effectivement, alors si on utilise des termes militaires, c'est de maximiser l'état final recherché. Ouais. Vu qu'un contexte militaire, c'est compliqué, on peut voir sur. Voilà. On va pas débattre de l'actualité, mais en ce moment, on a Oui. des bons exemples. Ouais, mais en fait, enfin, il y a plein de trucs qui viennent alors de l'armée américaine, mais globalement en fait de l'armée qu'on va aller récupérer, recycler. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais c'est vrai que souvent par rapport à la mise en place d'un cadre, en fait, il y a des notions comme ça qui apparaissent et bim, qui débarquent sur les scopes pro et qu'on peut largement réutiliser. Et Vika, pour moi, c'est exactement le cas. Et j'ai repris la définition, en fait, parce que sur les différents points, volatile, ça veut tout et rien dire. Et quand tu prends juste la pure définition, c'est changement d'état abrupt, très mobile, en fait. C'est OK, on est dans un monde qui bouge, tout simplement. Et en plus, c'est cool parce que j'ai aussi pas mal bachoté ce sujet-là quand j'ai fait de la préparation de talk, notamment autour des soft skills. C'est que ce monde qui bouge, on en était moins conscient il y a quelques décennies, ou alors, enfin, la diffusion de l'information était moins rapide, les choses bougeaient moins vite.
Et les gens étaient plus spécialisés sur des choses. En tout cas, il y avait plus d'automatisme et de tâches qui étaient sans valeur ajoutée. Voilà, en mode les usines, même globalement, enfin, il y a ce truc-là. Et là, on est plutôt dans une société où on va demander aux gens de rentrer dans la réflexion. Et, euh, et ce côté volatile, il est très lié au changement dans le monde. Bah, moi, j'adore utiliser cet exemple, l'exemple du Covid. C'est, bam, il y a eu un Covid et oui, enfin, personne l'avait vraiment vu venir. Et finalement, bah oui, c'est volatile. C'est le changement d'état, il est suffisamment brutal pour casser des habitudes et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, bah, l'agilité, c'est une réponse parce qu'on est capable de s'adapter. En tout cas, on veut s'adapter. Après, il y a l'autre, il y a le incertain. Bah oui, c'est pas prévisible. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Complexe. Et ça, on peut en revenir longuement parce que la complexité, c'est aussi très lié à d'autres thématiques autour de l'agilité. On peut en discuter maintenant, notamment autour des estimations. Les estimations sont complexes, mais qu'est-ce qu'on met derrière la complexité? Tout le monde a un peu sa propre définition du truc. Alors c'est complexe pour moi parce que j'ai plein de dépendances, parce que y a une compréhension qui doit être amenée, parce que j'ai d'autres choses qui rentrent dans l'équation. Et ce côté complexité, il est super important dans Vika, c'est que oui, tu vas donner ta définition, l'équipe aura sa définition, et elle va rentrer dans un contexte qui bah, est interprétable, tout simplement. Et le dernier, c'est ambigu, c'est pareil, c'est vraiment l'interprétation du truc. C'est ambigu, le sens, il peut être compris de telle manière d'un côté et d'une autre manière de l'autre, et à un moment, on doit être capable de se réaligner ou pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que l'acronyme VICA, moi je le trouve super important, parce que c'est voilà, toutes ces notions-là font que ouais, nous, on porte des pratiques agiles pour répondre à un monde qui est aussi compliqué que ça. Ok, t'en penses quoi, ça, du coup, quand tu regardes cette définition, est-ce que c'est des choses qui sont facilement explicables sur le terrain ou c'est encore difficile? Alors, explicable, en fait, je dirais que c'est plutôt, en fait, c'est la réalité du terrain. Ouais. Ah bah oui. C'est ça, c'est que on constate bah, dans les équipes que effectivement, on est dans le secteur de l'IT, donc Mhm. c'est des choses où ça évolue au fur et à mesure, où on fait les développements, qu'on avance sur le produit, il y a des questions qui se posent et donc ça change. Donc c'est très stimulant pour les devs, mais ça demande un changement aussi de mindset du management. Et Ouais. souvent, on a un peu, enfin, c'est un peu le problème de la France, c'est que on prend un truc, mais on le cale aux anciennes pratiques. Donc, en France, on avait l'habitude du cycle en V. Il y a l'agilité. Ouais. L'agilité, c'est bien, il paraît que ça résout tous les problèmes. Donc, on le met, mais on garde nos vieilles habitudes. Et en particulier, l'estimation, c'est souvent un sujet qui est très, très intéressant. Et c'est souvent là où, en fait, on va se buter. C'est qu'on va avoir bah, le management qui, lui, a une vision coût-délai. Ouais. Et donc, on va dire à l'équipe agile, oui, bon, bah, faites, procédez par itération, mais faites des estimations et tenez-vous aux estimations. Et alors, des fois, on estime en story point, mais le pire, c'est qu'on demande d'estimer en jours. Mhm. Et là, en fait, vu que ça parle concrètement le nombre de jours, et ben en fait, le management se focalise là-dessus et va chercher ça et ne va pas se prendre en compte la volatilité, le fait que ça puisse changer. Ouais. Mais aussi, on va avoir le problème aussi dans les devs, il n'y a pas que le management, hein, il y a aussi Mhm. dans l'équipe qui produit, qui va aussi des fois se dire ah bah en fait j'ai fait une estimation, allez, j'ai dit que c'était 3 jours. Bon, je vois que je vais la finir en une journée, mais je vais quand même faire 3 et puis je vais faire de la surqualité. Et puis je vais me protéger toujours. Et donc en fait on perd ce principe de volatilité, de pouvoir être malléable, s'adapter à toute situation. Et, Ouais. euh, et on n'arrive pas, et souvent, enfin, les équipes où ça fonctionne comme ça, souvent le marqueur que je vois, c'est l'engagement. C'est-à-dire, à chaque fin Mhm. de sprint, on se dit, bon, on va prendre quel engagement pour les autres sprints. Et c'est très flou. Et puis à la fin, c'est, ah bah ouais, bon, on n'a pas réussi à avoir 2 engagements. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors que la notion d'engagement est primordiale sur un sprint au niveau Ouais. de l'équipe. C'est fou parce que quand tu dis oui, il peut y avoir des changements qui s'opèrent en tout cas sur ce qu'on est censé livrer et la valeur qu'on doit livrer. Tu sais, enfin moi,
moi, je prends ce truc-là, hein. Il faut faire du pas à pas, des petits pas, tester des trucs. Ça marche, ok, c'est cool. Ça fonctionne pas, eh ben, on se remet en perspective, on change des choses pour que ce soit réaligné. Et, euh, et ça, du coup, ça pose un problème. C'est de te dire, ok, on n'est pas suffisamment réaliste. Et il y a une autre strate, un truc que tu as dit qui est super intéressant, c'est que tout le monde s'attend à tenir ses estimations. Ce qui est complètement incroyable, parce qu'une estimation, c'est quoi? C'est une approximation. C'est inhérent à un contexte. T'es pas à l'abri en fait d'avoir justement ce côté incertain qui arrive bam en milieu d'une itération et qui va tout chambouler. Euh, c'est une vraie question. Enfin, je comprends pas. C'est ok, on a des estimations, mais des estimations, c'est pas la réalité. Par contre, aller faire une comparaison entre ce qui est estimé, ce qui a vraiment été consommé, se dire ok, qu'est-ce qui se passe en termes de delta et d'aller trouver les causes racines, c'est le meilleur moyen déjà d'aller fiabiliser le côté prédictibilité. Ok, on essaye de le faire, mais là, c'est prédictif, donc de toute façon, quand on a cette idée de monde VICA, bah, prévoir les choses, de toute façon, c'est juste impossible d'être à la cible précise. C'est juste on pense que ça va se passer comme ça. Et pas ça va se passer comme ça. Enfin, sinon, il faudra envoyer Paco Rabanne. Et même ça marche pas parce que la station Mir, elle s'est pas crachée hein, en 98, 99. Et prévoir les choses, c'est bien, mais ça doit donner juste une sorte de guideline mais pas être un truc fixe qui en plus est contrôlé, comme tu l'as dit tout à l'heure, par le management, qui en plus, et là on peut parler de l'histoire de chaos, hein, parce qu'on n'a toujours pas parlé de chaos, et pour moi du coup là c'est une pratique chaotique. Le chaos c'est quoi? C'est confusion et désordre grave. Tu vois, enfin, c'est la définition elle est à peu près comme ça. Donc la confusion, on est d'accord, parce qu'il y a une confusion entre l'effort réalisé par l'équipe et un chiffrage. Donc là, c'est complètement confusant. Ils s'attendent à avoir une réalité et c'est pas du tout le cas, c'est juste de l'approximation. Et du coup, ça mène à du désordre. Donc pour moi, une situation de ce type-là, c'est chaotique, tout en ayant oublié que le monde est Vika, ce qui aurait complètement réglé le chaos de base. Enfin, il n'y aurait pas eu de réflexion. Et, euh, pour partir, il y a un autre truc qui est super intéressant, hein, c'est quand tu as dit on a des pratiques en cycle en V qu'on applique quand même. Et on va parler d'agilité, c'est ce qu'on appelle le fake agile. On n'a rien changé dans notre organisation, mais, mais par contre, on met des termes agiles, ce qui là génère aussi du chaos. Il fait quoi ton product owner? Ah bah en fait, il gère des budgets, il fait le rôle d'un PMO par exemple. Ah non, c'est pas ça, on l'attend pas là-dessus. Donc ouais, là, tu as le chaos qui gère enfin qui génère plutôt par le fake agile. Et il faut le faire comprendre ça. Et je sais pas ce que tu en penses, mais le faire comprendre à une équipe, je pense que c'est plus simple que de le faire comprendre à l'échelle d'une organisation. Ah, ça, c'est clair. Voilà, Ça, hein. ça c'est sûr. En fait, si l'organisation a décidé, ça va tout seul. Par contre, si l'organisation, elle n'a pas envie de faire, d'aller dans cette voie-là, c'est compliqué. Mm. Ils vont pas le vouloir parce que bah, enfin, pour eux, j'avais entendu dans une émission où j'avais entendu, oui, non, mais en fait, l'agilité, c'est une boîte à outils, on prend ce qui nous intéresse et puis voilà. Ouais. Bah, moi, c'est un peu le mindset que j'ai, tu vois, mais de la bonne manière, c'est-à-dire, oui, ok, c'est une boîte à outils. Par contre, tu sais quel est le sens derrière les outils. Tu vois, c'est pas dire j'ai une boîte à outils et je fais n'importe quoi. Parce que si tu fais une analogie, c'est dire, hey, tiens, je te donne une boîte à outils, mais t'apprends à personne à utiliser un marteau, une perceuse ou une foreuse ou n'importe quoi. Et bien, ouais, ta boîte à outils, elle doit être drivée, t'expliques le sens et qu'est-ce que tu dois faire? Tiens, je dois percer un trou pour accrocher un cadre, pour rendre la maison un peu plus sympa. Ok, donc là, tu as des outils et on va t'expliquer que ouais, ce serait mieux déjà de faire un trou, ensuite d'avoir la vis qui va bien, machin, de tester le truc, et c'est un peu ça. Mais oui, c'est assez rigolo cette histoire de boîte à outils. Maintenant, on le remet dans un contexte pour pas faire n'importe quoi derrière. Et là, bah oui, on rentre dans du chaos parce que tu peux donner
des milliards d'outils à des personnes, si tu les éduques pas, si tu leur expliques pas à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec et pourquoi ça a un intérêt pour eux, bah ça a aucun sens. Euh, ça revient au premier principe, enfin un des principes plutôt du manifeste agile, c'est les interactions, les individus plus que les outils et les process. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne met pas en place des process ou des outils, hein. C'est juste qu'ils doivent être au service des individus, améliorer les interactions pour mieux fonctionner. Moi, après, tout le monde me dit, t'es relou avec ça, et pour délivrer plus de valeur, parce que je suis très câblé sens du service, et mon taf, c'est d'essayer d'aider les équipes à livrer de la valeur pour que les utilisateurs, au final, ils soient contents et puissent gagner aussi du temps et en efficacité. Euh, mais ouais, enfin, si tu as une confusion sur la boîte à outils, c'est déjà problématique, et ça veut dire que tu as tout à refaire. Tu peux aller chercher plein d'outils et même sur plein de frameworks et enfin sur plein de choses. Si tu vas pas accompagner les gens et leur expliquer que ok, c'est pour ça, c'est à ça que ça sert, bah en gros tout ça, ça sert à rien. Mm. Ouais, pour le côté packaging, j'avais mis un truc aussi intéressant. C'est en plus comme c'est cool, j'ai une startup qui fait de la connexion entre des profils et des boîtes tech. On regarde des fois des annonces et des fois j'ai des annonces qui m'ont déjà fait perdre des cheveux, même si j'en ai plus beaucoup. Et notamment c'est le PO technique. Tu sais, c'est un truc Mhm. que je trouve ouf. Et ça, on est dans le fake agile parce que PO technique, c'est l'ancien responsable d'application. Et ça, c'est un rôle qui est plutôt orienté TMA. Et tu dis, ok, mais là, ils ont mis une grosse couche en disant, on fait quand même de l'agilité parce qu'on parle de PO, mais on met quand même l'aspect technique. Bah non, c'est pas grave. Si vous avez besoin d'un responsable d'application, bah dites que c'est un responsable d'application. Et on vous en voudra pas. Vaut mieux pas parler de termes agiles quand ils sont pas maîtrisés. Euh, Ouais, moi, ça me fait penser le product manager aussi, qui est un peu un ouais, hybride, où on ne sait jamais trop la frontière entre le PO et celui qui gère l'équipe, quoi. ouais, et product manager, c'est un rôle qui a tellement. En gros, chaque entreprise, et je ne sais pas si tu as cette impression-là, a sa propre définition. Et ça, je le constate tous les jours, et personne ne veut. Enfin, il n'y a personne qui sait vraiment ce que ça veut dire. Parce que Mhm. chacun a mis sa propre job description en disant, ouais, mais nous, on a nos spécificités. Mais tu as la même chose avec le PO, hein. Le PO, non, c'est censé être suffisamment codifié pour que ce soit clair. Enfin, pour moi, tu vois, le PO, c'est responsable de la vision, d'aller chercher les besoins des utilisateurs et de les prioriser par la valeur, et d'aller alimenter une backlog avec ses besoins et de l'exposer à l'équipe pour qu'elle puisse réaliser. Et après, là, il y a une négociation sur est-ce qu'il est responsable de ce que l'équipe réalise. Moi, je crois pas, parce que l'équipe devrait être suffisamment autonome pour amener les choses qui vont bien, mais il est capable, en tout cas, de dire, OK, le besoin là que je t'ai demandé, ça correspond bien, en tout cas, ce que tu as fait, ça correspond bien aux besoins, et en plus, je vais aller vérifier avec l'utilisateur que c'est le cas. Sinon, je récupère du feedback, je le réinjecte, et on itère comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi la notion de priorisation des US de sa backlog. Ah, bah, c'est exactement ça. Et des fois, on leur ajoute des surcouches très sympas. Ouais, mais il y a la gestion de budget aussi à faire. Ouais, mais tu vas quand même aller driver l'équipe. Ouais, mais il y a encore telle activité qu'on va te mettre sur le dos. Et finalement, on revient à faire En fait, on revient à l'ancienne terminologie du chef de projet, qu'il soit technique ou pas. C'est exactement ça. Bah non. Enfin, mais après, les histoires de budget, c'est compliqué, hein. Moi, je veux pas m'avancer là-dessus parce que Ouais, c'est quand même très tricky par rapport à ce qui se passe dans toutes les boîtes. et en Il y a fonction des du choses secteur à faire. budget, quoi. Je veux dire, si tu es dans le retail ou la banque et l'assurance, la notion de budget est pas la même, quoi. C'est ça. Et donc, forcément, tu subis. Maintenant, sur le terrain, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose et d'apporter certains éléments pour, en tout cas, clarifier certains rôles? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Et ça revient à un autre truc, hein.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est OK, quand l'agilité au global est bien comprise par le haut et bien comprise par le bas, on fait un mode sandwich et en fait, on arrive en gros, à coloniser l'intégralité d'une organisation et tout le monde est aligné sur les mêmes valeurs. Maintenant, c'est toujours plus compliqué d'aller motiver des décideurs qui, eux, ont des objectifs et qui comprennent peut-être pas toujours le sens de la démarche parce que tu as des gestions de budget qui sont prévues à l'avance et quand on leur demande de s'engager sur un an et demi, et que finalement, tu vois que le marché change, et tu vois, là, pour moi, il y a aussi de l'éducation en termes de décideurs et de management. C'est-à-dire, expliquer que c'est Vika, oui, le monde, il bouge, le monde, il est incertain. Donc, prévoir ce qui va se passer d'ici un an et demi, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que tu es quasiment sûr qu'il y aura des choses qui vont bouger. Tes habitudes, enfin, surtout là, je parle, c'est très orienté retail, mais même, je pense que ça peut s'appliquer à plein de domaines. Euh, c'est que les marchés, ils évoluent. On est dans un monde où tout d'un coup, il y a une application qui vient renverser l'intégralité de ton marketing. Si t'es pas au rendez-vous, en fait, t'es mort. C'est les tendances en termes de consommation, ça fait 30, 40 ans, voire plus, qu'elles évoluent tout le temps. Et avec la vitesse de diffusion de l'information, c'est encore pire. Et si t'es pas conscient de ce truc-là, en te disant un an et demi, ça va, c'est jouable, c'est qu'en fait, c'est faux. Tu as tendance à te bouger dans les 3 mois et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Ouais, Ouais, le puis côté. surtout, quand tu vois des fois dans des sociétés, quand la DSI ou le CEO change, bah, en fait, Hmm. du jour au lendemain, il y a des gros changements qui arrivent dans les équipes. On va prendre l'exemple de Decathlon, hein, c'est public, je ne divulgue rien, mais Barbara, la nouvelle CEO, a décidé bah voilà, on va réduire le nombre de marques disponibles chez Decathlon pour Mhm. se focaliser sur, je crois, 5 marques, alors qu'avant, il y en avait une trentaine. Mhm. Et moi, pour le voir de l'intérieur, tout le monde est un peu surpris de cette décision. Et donc, on se dit, ah bah, comment on va avancer? Et je me dis, les gens qui ont prévu leur budget il y a 6 mois, bah, ils peuvent tout refaire, quoi. Ouais, parce que Et, t'as. Vas-y, vas-y. et en fait, j'aime bien l'image, j'avais lu aussi des articles sur le Vika, où en fait, il faut plutôt voir ça comme une danse. C'est-à-dire que, OK, on a un objectif, mais on est deux ou trois ou plusieurs en fonction. L'objectif, c'est de finir la danse, mais on va se laisser guider, on va prendre les interactions de l'un, de l'autre. Et voilà, on avance dans une chorégraphie vers un but, mais on ne Mhm. sait pas exactement comment on va y arriver, quoi. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est marrant l'exemple que tu as pris parce qu'en fait, c'est une décision stratégique. Des fois, on subit en fait les décisions stratégiques. Moi, je pense que dans la stratégie, il y a toujours une explication en fait pour fédérer les gens. Tu vois, et si l'explication n'est pas là, si les gens n'ont pas compris le sens du pourquoi, d'où vient de la réflexion, moi, c'est un truc, c'est le meilleur, en tout cas, c'est le meilleur exemple que je donne. Et tout le monde fait, ah ouais, ok. C'est des fois, on a l'impression que certaines décisions, peu importe le niveau, elles sont prises en sortie de douche. Tu sais, on sort de la douche, t'es bien, et tout d'un coup, tu as une idée, et tu penses que c'est une idée de génie. Et tu dis, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais sans la confrontation avec d'autres personnes, en tout cas sans l'explication de l'intérêt et une sorte de forme de consensus, en fait, les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Là, il y a forcément un sens, parce qu'une décision, elle est stratégique et il doit avoir un sens, une explication qui est louable, pertinente et cohérente. Si sur le terrain, on ne comprend pas, bah déjà, on ne peut pas fédérer, la motivation, elle n'est pas là. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les OKR pour ça. Les OKR, je ne sais pas si tu es à l'aise avec tes OKR ou pas. Non, vas-y, Je réexplique. vais t'expliquer. OKR, ça veut dire Objective and Key Result. Et en gros, c'est comment est-ce que je pose une stratégie. En tout cas, des objectifs, c'est un faux ami en anglais. Ça veut dire ambition. Tu vois, c'est pas un objectif. C'est parce qu'un objectif, c'est une cible et ok. Ambition, c'est qu'est-ce qu'on a envie que notre boîte, enfin, qu'est-ce que notre boîte va faire en fait dans le futur. Et sur un futur généralement assez proche. L'OKR, c'est ça, on pose une ambition. Notre boîte, elle veut faire ça pour telle population. Ok, notre ambition, elle est là. Donc, si tu prends un exemple de Decathlon, c'est on veut que les gens fassent plus de mobilité douce. Ok, ça pourrait être ça. Derrière, tu mets des KR.
Les KR, c'est les Key Results. C'est comment est-ce que tu le mesures. C'est, OK, nous, on veut, du coup, donner la possibilité aux personnes d'acheter plus de vélos. Et ça, tu peux le mesurer. Et notre cible, c'est de vendre autant de vélos pour que les gens commencent à faire du vélo. Et donc, les OKR, c'est ça. Et ça, tu le déclines. Et après, tu fais de l'OKR en cascade en disant, bah voilà, pour y arriver, quel service doit faire quoi. Eux, ils auront aussi leur propre ambition, leur propre OKR. Et tu l'as en mode, voilà, tu refais tes OKR et descendent de manière en cascade, tout simplement. Et ça, c'est OK. Mais ça veut dire que tout le monde doit s'aligner sur une stratégie et répondre et être au service de cette stratégie-là. Si ta stratégie n'est pas claire, tu auras du mal à faire de la fédération et à ce que les gens, et surtout les équipes tout en bas, qui, elles, font des trucs qui sont quand même très micro, comprennent un petit peu vers quoi elles s'interfacent pour atteindre des ambitions qui sont beaucoup plus hautes. Donc ouais, tu as cette question-là qui est très importante. Et ton ambition, pour faire la liaison avec du VICA, c'est que les OKR, on considère qu'il faut faire des reviews tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ah ouais, parce que dans 3 mois, si ça tombe, ton ambition, elle aura changé, parce que ton marché aura changé, parce que tu auras aussi potentiellement des concurrents qui vont apparaître, qui vont être meilleurs, tu les avais pas vus arriver. Tu as, tout cet aspect ouais, concurrentiel et environnement qui arrive dans cette équation-là. Et ça, bah ouais, Vika, ça répond. C'est OK, on sait que tout ça, ça peut perturber complètement notre manière de fonctionner et notre business. Parce que, faut être clair, tout le monde est là pour faire du business. En fait, on fait de la prestation de service, bah, c'est pour faire de l'argent. Et je regarde un petit peu les notes. On a parlé de chaos aussi. C'est ouais, si comment le chaos ça en parlait, mais ouais, cette histoire de Vika, euh, est-ce qu'on peut se passer de ce mindset-là aujourd'hui? Est-ce que un fonctionnement à l'OCN, c'est encore tolérable, entendable, ou est-ce que tout le monde devrait être capable de comprendre en tout cas cette idée de Vika et s'amener dans une forme d'adaptation que nous on légitime à travers l'agilité? Bah, je pense que ça va dépendre du secteur, mais dans le retail, pour moi, on ne peut pas s'en passer parce qu'on Mm. est tellement sur des choses qui changent, des nouveaux acteurs qui peuvent arriver de différents pays, etc. Enfin voilà, on pourra jamais avoir quelque chose de stable. Par contre, je pense que dans les milieux un peu plus administratifs ou de la défense, mais je ne parle pas de défense militaire opérationnelle Mm. sur le terrain, mais les systèmes de défense, c'est des visions qui vont pas bouger. Mm. Si on parle de l'avion de nouvelle génération de chasse, le Scalp, bon, c'est quelque chose qui a été décidé il y a 10 ans et on Ouais, garde cette vision. Certes, on itère, on change des petites choses, mais on reste quand même sur une même vision et on a besoin de ça pour donner de la visibilité. Mais dans ouais. le retail, pour moi, oui, il faut qu'on soit en mode VICA et qu'on et alors, je dis balancer entre guillemets le cycle en V, enfin pas forcément, mais en tout cas vraiment se dire ok, on fait de l'agilité. Parce que souvent, ce que j'ai un peu l'impression aussi dans les boîtes, c'est qu'ils disent on fait de l'agilité parce que si on dit qu'on ne fait pas d'agilité, on va pas pouvoir recruter de dev. Ah ouais? Bah, c'est mon ressenti en fait. Souvent, j'entends oui, oui, on fait de l'agilité, mais c'est plutôt dit en mode oui, tu vois, on fait de l'agilité. Mais après, quand tu creuses, bah, en fait, ils font pas de l'agilité. Et c'est plutôt du micromanagement avec des Mm. outils, en prenant quelques outils de l'agilité. Mais en fait, dans le process, on est en cycle en V et voilà. Et donc, ça fait un peu marketing, je trouve. Et, Ouais. on, et j'ai un peu l'impression que les boîtes se disent si je dis que je fais du cycle en V, je vais mettre des bâtons dans les roues pour recruter. D'accord. Ouais, donc c'est un argument pour faire venir des devs et même, enfin, en tout cas, une population côté IT. Mhm. Ah ouais, enfin, moi, j'avais pas, enfin, si j'avais en partie cette vision-là, mais ça, c'est vers quoi je me bats tous les jours, tu sais, d'éviter ce truc-là. Mais ouais, si tu le ressens sur le terrain, c'est intéressant. Et du coup, là, on est pile dans le chaos. En fait, il y a une vraie confusion qui fait un impact. Et surtout, ce chaos-là, ça peut générer de la frustration dans les équipes tech. Moi, je discute rapidement, souvent. Moi, je préfère que ce soit clair au niveau des équipes de réalisation, qui disent, OK, bah, c'est pas grave, en fait, vous faites du cycle en V, vous faites du cycle en V. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'agile parce que c'est pas adapté, tu sais, l'adaptation au domaine. Et
Et par contre, faire l'inverse, c'est générer du chaos clairement dans l'esprit des gens. J'ai revu une vidéo, on avait été invité avec Romain Rodzwicz, qui est mon boss chez Equité, chez We Love Dev, et on parlait de ce truc-là. Tu sais, de dire les techs, ils pensent que, enfin les techs, globalement les équipes de dev pensent que Scrum c'est de l'agilité. Donc déjà, on a une confusion. Si on leur vend pas Scrum, ils disent c'est pas agile. Bah, c'est faux. Mm. L'agilité, c'est pas résumable à Scrum et c'est même pas résumable à un framework. En tout cas, moi, dans ma vision et de ma définition que j'en fais et sur ma manière aussi d'aller accompagner des équipes. Donc déjà, tu vois, tu as ce truc-là. Et en plus, si on leur vend Scrum et que c'est pas du tout du Scrum, bah là, c'est une confusion. Et nous, on en ressort en tant que. Enfin, moi, je me considère aussi comme un pédagogue et un éducateur hein, sur l'agilité, enfin, en plus en mode formation. On récupère des personnes qui ont un chaos complet dans la définition des pratiques. Et il n'y a rien qui fait sens. Et ils sont totalement à côté de la plaque sur le sens de chaque pratique. Ah, et ne serait-ce que sur des trucs simples. Genre le daily, mais ça, le daily, c'est un exemple qui est standard. C'est dans leur esprit, c'est tellement le chaos qu'ils savent pas quoi dire. Et du coup, Oui, ils font une oui, récitation de trucs. Tout le monde s'en fout dans l'équipe, mais ils se sentent obligés de dire des choses. Alors que quand on leur explique, non mais s'il n'y a rien qui est impactant, si ce que tu fais, tout roule, tu n'as rien à dire. On te oui. fait confiance. Par contre, dès le moment où il y a un problème, tu as un irritant, tu as un point de blocage, t'en discutes et on va débloquer la situation au plus vite. Voilà. Et non, tu as un chaos. Moi, et ouais, et il y a aussi une partie de management en disant, ouais, mais si je dis pas ce que j'ai fait, on considère que j'ai rien fait et ça va pas du tout. Bah non, de toute façon, il y a suffisamment d'outils de tracking qui te permettent de regarder ce que tu as fait, ne serait-ce qu'un sacro-saint Jira, je dis ça de manière très ironique, hein, mais ça reste quand même un radiateur d'informations qui est super important, où tu peux voir en fait que ça bouge ou pas dans les équipes. Et, euh, et au pire, tu en discutes, et à la fin de ton itération, tu vois si ça a été livré ou pas. Et ça, bah, ça permet de te faire un bilan, et c'est pas grave. Et une itération, c'est suffisamment court pour voir si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Donc ouais, t'as cette histoire de confusion, il faut aller rééduquer. Enfin moi quand je réexplique aussi le sens des rétrospectives, on fait de l'amélioration continue, on met des actions pour porter de l'amélioration continue. On n'est pas là juste pour se marrer parce que souvent c'est assez fun. Et on n'est pas là non plus pour se tirer dessus à balles réelles. C'est pas un match de boxe non plus. Les gens sont un peu perturbés parce que c'est des choses qu'ils ont déjà vues par le passé. Donc ouais, il y a une partie de rééducation. Et pour moi, ça, c'est le chaos agile. C'est vraiment le chaos agile. Mm. Euh, alors, ok. Ouais, l'agilité, est-ce que ça peut résoudre tous les problèmes de l'incertitude? Alors ça, c'est une énorme question. Bah, moi, je dis non. Mhm. Je réponds non parce que c'est un outil qui te permet de gérer l'incertitude, mais qui ne te permet pas de la résoudre. Oui. L'incertitude, c'est tout le travail en amont que doit faire le chef de projet ou le PO, Mhm. de dire bon bah voilà, c'est quoi mes risques, qui sont mes concurrents. Alors je sais plus comment s'appelle le diagramme là où il y a quatre cercles, enfin quatre carrés pour identifier tes risques, Ah, Product Vision Board, je pense que tu parles de ouais ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc et ça pour moi c'est quelque chose qui te permet d'avoir une vision et de te dire ok bon bah on va partir là-dessus, mais avoir l'esprit ouvert en se disant ok si jamais il y a quelque chose qui arrive. Mhm. Soit j'ai anticipé il y a beaucoup d'anticipation et c'est surtout pour moi, pour gérer l'incertitude, c'est l'anticipation. Se Ouais. dire, OK, dans le scénario du pire, il peut se passer ça, comment je réagis? Ça arrive pas, Mhm. bon bah tant pis, c'est pas grave, mais au moins si ça arrive, je vais gagner de l'efficience, je vais pas être stressé, je vais pas générer du chaos et on va Ouais. pouvoir continuer à avancer et mener la danse comme on l'a prévu, quoi. Et donc il y a beaucoup d'anticipation et je pense qu'on a un peu tendance, une fois qu'on a lancé le projet, en fait, on n'anime plus cette partie-là. On dit bon bah Ouais. c'est bon, on l'a fait et on reste plus vigile, on fait plus de Mhm. vigilance, on fait plus de veille. Et il y a un truc qui arrive qu'on n'avait pas prévu, et puis là c'est en mode panique, panique à bord. Ouais.
On a déjà accumulé des petites choses, donc normal, hein, c'est la vie d'un projet. En agilité, il y a des choses qui se passent moins bien. On n'arrive pas à avoir toutes nos itérations, hein, voilà. Ouais. Mais c'est des petites choses qui s'accumulent. Puis là, tout d'un coup, il y a une grosse incertitude. Et là, on arrive, plus tout ce qu'on a accumulé. Et là, l'équipe, elle part à volo. Et puis, c'est des réunions sur le budget. Oui, vous dépassez, vous faites ce truc, vous faites trop de qualité, vous faites trop de tests. Voilà. Ouais. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour sortir d'un truc qui ne plaît à personne à la fin. Là, c'est super intéressant hein, parce que tu sais, là, tu as parlé d'un truc, c'est la gestion des risques et avec l'histoire du Product Vision Board, mais ça, en fait, tu peux le faire de plein de manières différentes. Hein. Ça marche aussi. Je pense que tu as aussi des choses qui existent sur du visual management plutôt orienté safe, en tout cas sur de l'agilité à l'échelle. Alors moi, safe, je ne veux pas dire que c'est bien ou pas bien parce que j'utilise certaines pratiques de safe que je vais réinjecter parce que je trouve qu'elles sont bien. Il y a d'autres trucs que j'aime moins bien dans safe. En tout cas, ce côté gestion de risque, tu peux clairement l'utiliser en init. Et là où tu as complètement raison, mais ça marche sur plein de choses au global dans les équipes, c'est qu'on initialise des trucs et on les suit jamais. Et la gestion de risque, c'est ça. Que ce soit sur une équipe qui est en mode feature team ou alors un projet qui va aller solliciter un certain nombre d'équipes, cette gestion de risque, c'est les suivre correctement, on rentre bien dans le mindset VICA, c'est-à-dire on est conscient que ça peut changer, qu'il y a des risques qui ont été définis en fait au départ, mais si ça reste statique, bah, en fait ta gestion de risque, elle ne sert à rien. Parce que 3 mois plus tard, tes risques ont peut-être été déjà, ça aurait été dérisqué tout simplement, mais il y a peut-être des nouveaux risques qui ont été évalués, qui sont arrivés. Et ça, il faut le réinjecter. Et souvent, et c'est marrant, ça fait un peu écho au dernier podcast, enfin en tout cas au premier podcast que j'ai fait avec Antoine Douchet, c'est que les gens ont la tête dans le guidon, donc ils mettent en place des choses à l'init en disant ils sont très contents et ils pensent que ça a un vrai sens et ils ont conscience même de l'intérêt du truc, sauf que ils rentrent dans l'opérationnel, ils sont bouffés et ils prennent pas le recul nécessaire pour se dire, on n'avait pas une matrice de risque quelque part, on n'avait pas une gestion de dépendance. Si, mais ils l'ont pas mis à jour et du coup là ils rentrent dans un cercle vicieux. Les risques sont jamais traités, ils l'ont pas en tête, ils rentrent dans l'opérationnel, ils vivent des trucs en ayant complètement squeezé certaines choses. Moi je le vois souvent hein, et c'est le conseil que je donne quasiment, enfin non à toutes mes équipes, c'est quand vous mettez en place quelque chose, n'oubliez pas qu'il faut faire un suivi derrière. Si vous n'êtes pas capable d'absorber le suivi, ça va pas fonctionner. Ça marche pour les matrices de compétences, pour les DORDOT, pour plein de trucs. Il faut que ce soit pour les histoires de KPI. C'est pareil. Ton KPI relevé à un instant T, c'est bien, mais le but c'est quand même de voir son évolution pour comprendre ce qui se passe. Et si c'est dans le positif ou s'il y a des choses à améliorer. Donc ouais, tu as aussi toute cette question-là. Et ouais, et la gestion de risque, c'est dire, en étant conscient qu'on est dans un monde qui bouge, on se dit, ça, on doit le régler, enfin, on doit le gérer de manière régulière, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, ok. Et ouais, et un autre point que j'avais noté, c'est là, on a beaucoup parlé de mindset et de petites pistes, mais pour moi, le côté itératif est amené aussi à régler ce problème d'incertitude. On va livrer des choses, on va récupérer du feedback régulièrement. Il peut y avoir des événements qui se créent et qui existent et qui arrivent de manière complètement impromptue. Et ben en fait, avoir une itération courte, ou même encore mieux, hein, faire de la livraison continue, hein, ça c'est un objectif aussi sympa. Ça te permet aussi d'aller réviser les choses et potentiellement dire ce qu'on avait prévu, c'est plus du tout ok. On va aller mettre en place des choses qui sont beaucoup plus adaptées. On va discuter avec les gens quelles sont leurs vraies problématiques et on va réajuster aussi notre scope, etc., etc. Et ça c'est toujours important et c'est parfois compliqué de le mettre en place. Est-ce que tu as encore d'autres choses sur ce sujet-là à traiter ou pas? Est-ce qu'on Moi, a fait le tour? ouais, après, c'est pour rebondir un peu ce que tu disais sur les Mhm. petites itérations. Je trouve qu'en fait, là où c'est très dur, les petites itérations, ou en tout cas pour justement avoir le feedback, c'est quand on est sur un projet où on est en MVP. Et donc, en Mhm. fait,
tant que tout le projet MVP n'est pas fini, bah, en fait, le produit n'est pas en prod et en fait, ça perd. Au départ, tout le monde est motivé et puis au fur et à mesure qu'on arrive sur les itérations, qu'on implémente les features, en fait, les équipes s'essoufflent un peu et puis bah, c'est ça aussi où s'il n'y a pas le management qui est là pour tirer la vision, pour dire bah, regardez ce qu'on a déjà fait, on l'a déjà déployé en démo chez quelques trucs, Ouais. on a déjà des retours, des choses comme ça. Et ben voilà, c'est des choses qui aussi peuvent éviter que le chaos s'installe dans l'équipe en se disant bon, en fait, on produit des choses, on fait des itérations. De toute façon, en soi, si on n'a pas livré la feature, bon, c'est pas grave, on livrera sur le prochain sprint. Et voilà, et puis on retombe sur la notion d'engagement où en fait, sur du MVP, souvent les personnes ont du mal à s'engager parce qu'ils disent bon, tant qu'on n'est pas à l'échéance à la fin et que le budget va être coupé, bon, ça va quoi. Ouais, tu sais, cette histoire de MVP, t'as raison, hein, c'est censé décloisonner en tout cas certaines hypothèses de départ sur un produit à destination d'une population. Sauf que dans la réalité, moi j'ai observé tellement de MVP qui duraient 1 an que c'est pas du tout du MVP. Tu sais, enfin, c'est ça le truc. Moi, mon meilleur exemple, c'est l'histoire de Dropbox. Je sais pas si c'est une histoire que tu connais. Non, mais enfin, je connais Dropbox, mais Dropbox, en fait, pour tester l'idée, pour dire est-ce que Dropbox, c'est un produit, c'est un service qui peut intéresser les gens, il me semble, alors j'ai plus le nom de la personne, mais peu importe, tu peux trouver l'histoire facilement. Il a juste mis une page avec est-ce que, en décrivant un peu l'idée, avec une récupération d'adresse email, en disant voilà, moi j'aimerais lancer ce service-là, est-ce que ça vous intéresse? Et en gros, il a récupéré, ça il l'a marketé, il a envoyé ça sur son carnet de contact et du coup ça s'est diffusé. C'était une simple page avec un formulaire, adresse mail et OK, ça m'intéresse. Et les gens se sont dit, ok, ouais, il a récupéré plein de mails et s'est dit, ok, mon idée, elle est pertinente. Tu vois, il aurait pu parfaitement avoir le retour inverse en disant, j'ai que 3 personnes qui sont intéressées. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'investis en argent et en temps sur un produit que j'ai eu en termes j'ai eu une idée, peut-être que c'est complètement foireux, peut-être que c'est ok. Ben, voilà, là, il était sur un MVP juste pour valider son hypothèse et ensuite, il a pu commencer à tricoter son produit. Euh, moi, je pense que tout le monde devrait s'inspirer de cette histoire-là pour se dire, tiens, j'ai une idée de génie, mais je vais déjà en parler aux gens et à la population qui cible pour voir si c'est vraiment une idée de génie ou je suis complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est déjà une manière de dérisquer et surtout de gagner de l'argent euh, parce que, parce que tu t'es adressé à une partie de la population et peut-être que ton idée, elle est aussi valable là, mais dans 6 mois, elle sera plus du tout le cas. Enfin, ce sera complètement à côté du marché. Donc là, on est quasi. Enfin là, tu peux faire une liaison, mais je suis pas spécialiste là-dessus, hein, sur le product discovery, etc. Où on va aller interroger des gens pour vérifier si les produits, bah, ils sont bien adaptés à un contexte, quoi. Donc, ok. Je pense qu'on est pas mal là. Moi, je te propose de conclure. Du coup, Vika et KO, on termine par quoi pour les gens qui nous écoutent? bah, si vous voulez éviter le chaos, intéressez-vous fortement à la définition du VICA et mettez-vous en place des moyens pour éviter que ce chaos se mette en place. Et peut-être à oser dire, si on voit qu'on a du mélange cycle en V et cycle agile, dire on fait quoi? On fait de l'agilité ou on fait du cycle en V? Ouais, en gros, Et, soyez clairs. demander la réponse, quoi. Pas juste se dire ouais, non, bah non, c'est clair, c'est soit cycle en V, soit agilité. Et il n'y a pas de problème, les deux fonctionnent. Mais il faut que ce soit clair, sinon le chaos, on va s'installer, quoi. Et c'est cool parce que ça s'aligne avec les valeurs de transparence. En fait, des fois, enfin, et là, on est sur le côté fake agile. Soyez réaliste. Vous faites des choses, vous utilisez des pratiques. Soyez réaliste pour pas générer de confusion chez les gens. Et moi, pour le VICA, c'est garder ça en tête à chaque fois que vous rentrez en fait sur un périmètre. Le monde est instable, le monde bouge tout le temps. Je pense qu'on le vit tous les jours. On voit de l'information qui transite, on voit les habitudes de consommation. Euh, du coup, il faut se l'appliquer aussi à nous. Et en tant qu'agiliste, je pense qu'on doit être aussi garant de réexpliquer que le monde bouge et on vous apporte les pratiques
pour être adapté et évoluer avec ce monde-là. Et voilà, moi je terminerai là-dessus. Merci beaucoup Arthur pour ta présence, c'était super top. Merci à toi d'avoir mené ça. Hein. Écoute, C'est cool quand même. on est bien, j'espère que ça va vous donner des pistes de réflexion, j'espère que ça va vous aider aussi dans votre quotidien. Et il me reste à vous dire à très bientôt et merci Arthur, à très vite. Merci à toi, Johan.